Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Le Labo, l'émission qui analyse et qui décrypte les conseils communaux des villes de Gland et de Nyon. Et au menu d'aujourd'hui, nous irons à Nyon pour analyser le conseil avec une question. La pollution est-elle le nouveau monstre du Léman? Enfin, nous irons à Gland pour parler du réseau d'accueil des Toblerones avec une question. Le rat est-il en danger? Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Le Labo, l'émission qui analyse et qui décrypte les conseils communaux des villes de Nyon et de Gland. Et fin septembre, les cantons de Vaud, Genève et Valais annonçaient la détection de 1, 2, 4 triazole dans les eaux du Léman, un taux 7 fois supérieur aux prescriptions fédérales en matière de qualité des eaux potables, avec pour conséquence pour les services industriels de Nyon de réduire la part d'eau pompée dans le lac au profit des sources et de la nappe phréatique. Lors du dernier conseil communal de Nyon, la question de la qualité des eaux du Léman s'est tout naturellement invitée dans les travaux du législatif sous la forme d'une interpellation intitulée « Que pouvons-nous compter du Léman ?» Et la suite, c'est le conseil qui la raconte. Est-ce que ce qui se joue à la surface et dans les profondeurs du lac n'intéresse jamais vraiment grand monde? Quelles connaissances les communes ont-elles vraiment du lac? Existe-t-il un dispositif de collaboration entre la commune et l'État de Vaud? De quels moyens la ville dispose-t-elle pour assurer les mesures de prévention avec l'industrie? Est-il possible de renforcer le rôle et les actions du musée du Léman? Des collaborations régulières existent-elles déjà avec les instituts de recherche? Je me permets donc d'ajouter la question de M. Wever reçue aujourd'hui. Est-ce que les services industriels prévoient de mener des recherches ou de mettre en place des filtres pour traiter ces différents types de pollution pour la ville? La collaboration entre la ville de Nyon et le canton de Vaud se manifeste principalement via le contrôle des rejets où la commune est responsable et le canton assure la surveillance. La ville de Nyon collabore très régulièrement aussi avec la CIPEL, Commission internationale pour la protection des eaux du Léman, pour assurer les mesures de prévention à la population. La ville de Nyon propose régulièrement des actions de sensibilisation. Le musée du Léman a un rôle important et qui se renforce d'année en année en matière de sensibilisation et d'information à la population. Enfin, dans le cadre de la pollution au 1,2,4 triazole, une coordination de tous les distributeurs d'eau vaudois et genevois est opérée. La question des micropolluants, bien évidemment, ces questions-là seront totalement prises en compte dans le mandat d'études parallèles et le projet de traitement des micropolluants sur l'extension de la steppe. Il y a aujourd'hui en Suisse, à ma connaissance, une seule station de pompage dans les eaux du lac, c'est à Bienne, qui traite les micropolluants. Ou en tout cas, les services industriels qui gèrent la SAPAN vont étudier cette question pour voir ce qui doit être fait. Les eaux du Léman sont considérées comme étant propres à la consommation, quand bien même elles dépassent les normes dites techniques. Donc vous pouvez continuer à boire de l'eau du robinet, c'est toujours meilleur pour l'environnement, et peut-être pour votre santé, que l'eau en bouteille. Et pour en parler, j'ai le plaisir de vous recevoir, Karine Berthelat. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes la co-signatrice de cette interpellation avec Nathalie Raya-Etter, que l'on a vue à l'image. Alors, première question, Karine Berthelat. Vous allez continuer à boire de l'eau du robinet en toute quiétude, comme le recommande le municipal Pierre Vallone? Oui, on n'a pas trop le choix parce que l'eau en bouteille, a aussi ses conséquences. Non, je crois qu'on peut rassurer la population, hein. Les contrôles sont régulièrement faits, il y a un monitoring qui est fait par le canton et puis l'administration et les services font tout à fait leur travail. Voilà. Alors, cette pollution du Léman par le site chimique de Saint-Gentat à Montaix, c'est vraiment le point de départ de cette interpellation que vous avez déposée lors du dernier conseil, Nathalie Raya-Etter et vous. Oui, tout à fait, parce que entre le diclofénac, le chlorothanil, les PFAS, les micropolluants, le 1, 2, 4, je lis
triazole, les cyanobactéries et compagnie, on se rend compte qu'on sert un sacré cocktail au musée du Léman. Et puis l'objectif de notre interpellation, c'était de partir, d'avoir une vue un peu plus large et puis de prendre un peu de hauteur et de voir qu'est-ce qui se faisait par rapport au lac et quelles étaient les pistes qu'on pouvait envisager à l'avenir. Ouais, ce qui est intéressant, hein, c'est que le législatif, hein, le conseil communal, s'empare de sujets, on va dire, très terre à terre, hein. Ça peut être la réfection d'un trottoir, mais ça peut aussi être des questions qui portent sur le bien public, qui dépassent les frontières communales. C'est la thématique de l'eau, hein. Pour rappel, on va quand même faire ce petit rappel. 1, 2, 4, triazole, c'est dur à dire, c'est dur à avoir en bouche. C'est une substance utilisée comme matière première dans l'industrie chimique, notamment pour la fabrication des médicaments et de différents pesticides. Ça donne pas vraiment envie, hein. Et puis effectivement, à cette liste un peu à la Prévert, on va dire, d'autres PFAS, polluants éternels, et toutes ces substances chimiques créées par l'homme, il y a également aussi des espèces invasives qui s'ajoutent, comme les moules Kaga. Oui, alors effectivement, donc au cours de la dernière législature, un peu tous les partis se sont emparés de la question de l'eau potable, hein, en l'envisageant sous différents aspects. Mes collègues les Verts s'étaient intéressés aux questions d'économie d'eau, le PLR a créé des points d'eau pendant les canicules, les Verts libéraux avaient fait un appel en ce qui concerne les PFAS. Et puis également les services, Pierre Vallone l'avait rappelé dans le conseil, il y a tout cet énorme travail qui a été fait sur la distribution d'eau potable dans la région. Et puis Roxane Faro l'a aussi dit, pour tout ce qui est prévu dans le cadre de la nouvelle STEP qui entrera en fonction autour des années 2030. Mais voilà, ça c'est donc... il y a beaucoup de choses, beaucoup de réflexions qui ont été faites sur cette eau, que je dirais domestique, hein, celle qui arrive dans nos robinets, mais il y a encore Beaucoup à faire. beaucoup à faire et c'était un peu le but de notre intervention, c'était de parler de tout le reste. Mais justement, hein, vous l'avez dit, hein, c'est une question qui est interpartie, hein. Là, en l'occurrence, il y a même l'UDC qui est venu rajouter une question à votre interpellation. On va parler tout de suite de cette infrastructure qui est la future STEP. Mais ce qui est intéressant, vous l'avez dit, c'est que l'UDC l'a abordé sous l'angle, on va dire, un petit peu plus industriel, via Mark Weaver, qui est brasseur et qui nous dit, d'un point de vue personnel, évidemment en tant que consommateur, mais aussi d'un point de vue professionnel, puisqu'en tant que brasseur, je souhaite que la bière que je fabrique soit pure, aussi possible que faire pour mes clients. Et ça, c'est vrai que c'est intéressant parce qu'on ne se rend pas forcément compte qu'en fait, on pourrait induire une espèce de tromperie sur la marchandise si au niveau communal, on ne se soucie pas de la qualité de son eau. Exactement, donc il y a énormément d'implications autour de cette question de l'eau, pas seulement de la pomper et puis de la rejeter, mais il faut arriver à garantir par des politiques publiques une eau la plus saine possible. Et puis, voilà, alors donc, notre question, c'était justement de parler beaucoup plus largement du lac, de revenir sur la question parce que voilà, on a l'impression, voilà, le lac, c'est un organisme vivant qui est menacé, qui est actuellement en transition, hein, qui est menacé par les conséquences des activités industrielles et humaines, donc tous ces micropolluants et autres que nous rejetons. Et puis, on voit que certaines villes s'en préoccupent. Par exemple, Lausanne est constituée comme partie civile contre Syngenta, voilà, est en train de faire toute une réflexion et appelle justement aussi toutes les autres villes à se joindre à cette requête. Et puis ensuite, on voit aussi que la multiplication des activités autour du lac, hein, on assiste maintenant à une véritable
festivalisation des bords du lac. Et donc, il y a une pression énorme qui est faite sur cet écosystème qui est très fragile. Et donc, là aussi, les villes doivent réfléchir aux mesures pour protéger l'écosystème, ses capacités d'autogénération, d'épuration. Et puis, la troisième chose aussi, qui est très importante, hormis la question du réchauffement climatique qui a déjà bien atteint le lac, c'est l'état des rivières autour de nous. C'est qu'est-ce que nous rejetons dans le lac. Et là, il y a une question quand même qui est très très importante, c'est-à-dire que Nyon, comme ville riveraine, elle porte une responsabilité par rapport aux communes qui sont sur le bassin versant. Et nous, ce qu'on aimerait vraiment, c'est qu'on se penche aussi sur cette question des rivières et des rejets qui sont faits dans le lac. Par exemple, la steppe rejette des eaux beaucoup trop chaudes. Bon, ben ça, ils l'ont expliqué, ça va être réglé en 2030. Mais dans l'intervalle, on pourrait déjà agir sur ces rivières parce que le canton a fait vraiment un monitoring très précis. Donc, on sait vraiment. On sait ce qui est déversé, en gros. Voilà, on sait où sont ces rejets. Et puis, Nyon, comme ville riveraine, pourrait prendre cette initiative de demander une coordination avec les autres communes sur As-Moiron, et pour identifier les zones à risque, et puis réaliser quand même Des prélèvements, oui, etc. mais ça, ils Alors, sont faits. Ils sont faits. ouais, Mais alors justement, on va en réaliser parler, on des va réseaux parler- séparés et puis installer des dispositifs de traitement ou d'épuration des eaux qui viennent surtout des routes. Alors justement, on va parler un peu de cet aspect scientifique, hein, comment le Oui. lac est observé. Mais vous parliez de la steppe, effectivement, c'est la grosse infrastructure qui pourrait être développée. Nyon a développé ces infrastructures sportives, culturelles, de mobilité avec Pertan. Maintenant, il reste encore cette steppe à développer. Et puis, c'est une volonté cantonale aussi, hein. Le canton pousse les communes à se regrouper. Pourquoi? Justement pour traiter ces micropolluants. Oui, oui, ça sera le gros dossier de la prochaine législature. Donc, je crois que le crédit de réalisation sera déposé d'ici 2027. Et pour une réalisation qui est escomptée en 2030. Et effectivement, c'est un projet très ambitieux qui a été choisi d'être réalisé par la ville de Nyon, ce qui fait qu'effectivement, c'est un très, très gros investissement de près de, on parle entre 45 et 70 millions. Donc, c'est vraiment très important et ça Mais sera nécessaire. vraiment très nécessaire. Et la ville a vraiment, effectivement, empoigné le problème, comme elle a aussi empoigné celui du pompage des eaux et du traitement des eaux pour qu'elles soient le plus potable possible dans nos robinets. Alors voilà, de la steppe, on passe évidemment à la façon dont est ausculté l'élément. Alors il y a énormément d'organismes, hein, d'ailleurs on l'a vu, hein, les cantons étaient très réactifs sur cette question des 1, 2, 4 triazoles, mais il y a notamment la CIPEL qui regroupe les cantons romans qui longent le lac, la France, la Suisse. Mais vous, alors, vous militez, j'ai envie de le dire comme ça, pour que le musée du Léman ait un rôle plus scientifique encore dans l'auscultation de ce léman. Oui, bon, alors il y a le canton qui fait cette étude régulière et très précise des rivières à différents points, c'est très bien fait. Ensuite, il y a la CIPEL qui fait une interprétation, ces résultats, qui produit différentes cartes. Et puis le musée du Léman, il a un rôle vraiment pédagogique d'expliquer les mesures qui peuvent être prises et puis de sensibilisation et puis de dialogue, de faire connaître tous ces travaux. Et le Léman, le musée du Léman, c'est vraiment la voix du lac, parce qu'aujourd'hui, on parle de plus en plus que les écosystèmes peuvent être des entités juridiques et doivent être respectés en tant que tels, avec leur manière d'évoluer et de se conserver. Et donc, le musée peut être vraiment un relais très, très important. Et c'était le but aussi de la lettre que j'ai faite de lecteur, c'était d'attirer l'attention du Conseil sur ce point. Et Ils sur le sont- bien fondé du développement de ce projet. Alors, Exactement, on va voilà. quand même juste rappeler, hein, parce qu'on voit vos yeux qui brillent hein, quand vous parlez du musée du Léman. Effectivement,
Justement, il y a un nouveau projet qui vient d'être développé, le deuxième nouveau projet, on va le dire comme ça. Je rappelle quand même que vous fûtes la première conservatrice du musée du Léman, chef de projet justement pour cette même extension. Alors beaucoup de gens se disent, ouais, mais bon, le musée du Léman, est-ce qu'on en a vraiment besoin? Alors là, vous démontrez quelque part ce rôle pédagogique. C'est une autre infrastructure essentielle, selon vous, pour la ville de Nyon, pour la région, voire plus largement pour la Suisse, hein. Oui, exactement. Donc c'est vraiment un musée qui a un rôle majeur à jouer parce que d'une part par les collections, on a toutes ces archives, l'hymnologie, la science des lacs de Jacques Picard, de la Sigène, enfin de tout ce qui a fait l'histoire de ce lac. Et c'est vraiment important d'avoir toutes ces données pour comprendre historiquement comment l'écosystème évolue, se transforme. Et là, c'est vrai qu'avec le réchauffement climatique, on va au-devant de conséquences dont on ne mesure pas encore aujourd'hui. Donc, c'est vraiment Il doit très être important. témoin, en fait, ce musée du Léman, hein, Voilà, si c'est j'entends vraiment bien. un grand témoin. Et puis ensuite, le rôle du musée du Léman devrait être, c'était le sens aussi de mon appel, compris plus largement par le canton de Vaud, qui est le principal propriétaire du lac, rappelons-le, et puis et voir les autres cantons. Et en ce sens, c'est un musée qui mériterait d'être soutenu plus largement. La ville de Nyon, je trouve, a déjà fait un travail extraordinaire en le créant, en le gérant jusqu'à ce jour. Mais si on veut le développer, c'est sûr que pour la construction, il y aura des aides du canton par la LAD, mais ensuite, il faudra également obtenir un soutien au niveau du fonctionnement pour qu'il puisse devenir cette Cet écrin. résonance, voilà, et puis organiser suffisamment d'expositions et avoir des scientifiques qui sont accueillis et travaillent dans des conditions adéquates. Ah, on sent que vous l'aimez, hein, ce Léman. Oui. Euh, j'ai envie de vous demander, la suite de cette interpellation, c'est d'inciter la ville de Nyon à rejoindre Lausanne, justement, dans cette action justice contre Saint-Gentin. Bon, je ne vous cache pas qu'on a été un peu déçus de la manière dont on a été traité parce que quand même, bon, je sais qu'on peut énerver beaucoup la municipalité, mais on prépare nos interpellations. En plus, dans notre groupe, on le soumet au groupe qui fait ses critiques. Donc, on arrive, ça ne tombe pas comme ça, hein. Donc, on a fait tout un travail en amont. Et puis là, la manière dont on nous a répondu, c'était un peu circuler, il n'y a rien à voir. Tout va bien. Tout a été fait. Alors, on ne voulait pas affoler la population par rapport à la qualité de l'eau du lac, mais on voulait attirer l'attention sur cette question plus large du Léman et notamment des rejets qu'on fait Mais sur alors les la suite, rivières. c'est quoi? Je pense qu'on va revenir. On va revenir avec une interpellation, on va reformuler nos questions peut-être, et puis être encore plus précis sur nos demandes, et puis on verra qu'est-ce qui peut être fait. C'est peut-être, on va peut-être énerver, Mais c'est comme ça. mais nous, on a eu l'impression que voilà, D'être traité on un peu par-dessus répondait la un jambe. petit peu légèrement à notre demande et on pensait surtout qu'on allait plus nous répondre sur un peu une stratégie qui allait être envisagée. Ouais, Bien c'est un sûr, on est état des bien lieux, en conscient fait. qu'il y a des problèmes et que tout ne va pas être résolu par un coup de baguette magique et que la STEP, c'est un des éléments clés. Mais il y a tout le reste. Et c'était aussi, on aurait aimé avoir une réponse plus large. Eh ben voilà. Eh bien, on va suivre évidemment cette question de l'eau sur NRTV. Karine Berthelin, merci beaucoup d'être venue participer au labo. Merci à vous de l'invitation. Ben voilà. Et puis je rappelle que vous êtes la co-signatrice de cette interpellation qui était déposée avec Nathalie Raya-Ether et qui s'intitule. Que pouvons-nous compter du Léman? Eh ben voilà. Et l'on part à Gland pour parler du RAT. Le réseau d'accueil des Toblerones a pour mission de garantir la qualité de l'accueil de jour des enfants tout en maintenant une accessibilité financière et géographique pour toutes les familles, selon ce que l'on peut lire sur le site internet du réseau. Le 30 octobre dernier, cette association qui regroupe 17 communes du district tenait son conseil intercommunal et un rapport de cette séance était fait
aux législatives glandois. La suite, c'est le conseil qui la raconte. Je vais vous parler du Conseil intercommunal du RAT qui a eu lieu le 30 octobre. Nous avions 3 préavis à valider. Le premier était sur la nouvelle tarification du réseau pour les parents et les communes. Les tarifs n'avaient pas été changés depuis plusieurs années. En 2024, les communes participaient en moyenne pour 28,6% des charges. Avec la nouvelle tarification en 2026, on s'attend à ce qu'elle passe à 35,6, ce qui est plus proche de l'objectif de 40-60 entre les parents et les communes. Donc ce préavis a été accepté après de longues discussions. Le deuxième préavis était le budget du RAT, c'est 38,9 millions pour 2024 avec un excédent de charge de 2,1 millions. La participation par habitant passe de 12,50 à 15 francs. Le budget global attendu pour 2026 est pas loin des 45 millions. Donc le préavis a aussi été validé. La dernière chose qui nous touche plus particulièrement, c'est la situation du réseau La Ruche sur Gland. Elle nous avait demandé un emprunt de 550 000 francs pour le déménagement des différentes places et elle devait créer des nouvelles places de garde. Le budget de réalisation de ces places a explosé. Il était prévu à peu près 1,5 million à payer par les fonds de réserve de la Ruche et finalement les frais sont montés à 2,1 millions et les nouvelles places étant toutes arrivées en même temps n'ont pas pu être remplies dans les temps. Ce qui fait que la Ruche s'est trouvée dans une situation délicate. Le réseau a fait un prêt à la Ruche de 650 000 francs et aujourd'hui la dette nette de la Ruche envers le réseau est de 400 000 francs, sachant qu'il y a toujours ces 550 000 qu'elle doit aussi à la commune de Gland. Ce préavis a aussi été validé par le conseil intercommunal. Et voilà, et pour en parler, j'ai le plaisir de vous recevoir. Azul Moji, c'est vous qu'on a vu faire ce rapport au conseil communal de Gland. Bienvenue sur le plateau du Labo. Merci pour l'invitation. Alors effectivement, vous êtes conseiller communal pour la ville de Gland, mais surtout, et c'est pour ça qu'on vous reçoit, premier membre de la commission de gestion et des finances du RAT. Alors on l'a entendu dans cet extrait, énormément de chiffres, des comptes qui présentent des excédents de charges, un budget qui prend l'ascenseur, une structure communale qui peine à faire face à son développement. Comment se porte le RAT ? Alors, le RAT se porte globalement bien, parce que c'est une structure qui a été créée il y a pratiquement 15 ans en arrière, et elle ne fait qu'évoluer. On a eu des 15 bonnes années avec beaucoup de places créées, beaucoup d'augmentation de charges. Et actuellement, le budget est devenu un petit peu plus serré suite aux différentes situations que nous avons vécues. Nous avons vécu le Covid, nous avons vécu la guerre en Ukraine. Il y a eu d'autres événements qui ont fait que le coût de la vie a monté et ça a bien grévé le budget des structures et donc indirectement du RAT. Alors, le RAT, il doit conjuguer, comme je l'ai dit dans l'introduction, la responsabilité éducative des parents et leur insertion dans l'activité professionnelle. Mais on constate une évolution tant au niveau des enfants qui sont accueillis que des parents qui travaillent plus, travaillent souvent à 80%, donc placent plus leurs enfants dans cette structure. Et ça explique aussi un petit peu cette crise de croissance. Alors, crise de croissance, oui. Alors, pour dire, mes 2 filles ont à peu près 25 ans et les 2 ont passé par RAT et j'ai été très satisfait et très content de comment l'encadrement se faisait. Il est vrai que dans le district et puis les communes qui font partie du RAT, nous avions une stratégie et une politique qui disait que chaque structure a une âme, a une façon de faire et une expérience et un encadrement, et il faut le sauvegarder. Et dans quel cas, l'autonomie maximum a été conservée dans les structures. C'était une décision politique
et sociale de le faire. C'est une approche que j'ai beaucoup aimée aussi et qui permet qu'effectivement, au lieu de standardiser et multinationaliser les organisations, on avait gardé cette structure un petit peu plus proche du savoir-faire des gens. Alors, Et des bénévoles, parce qu'en fait, on a dit des structures communales. Il y a des structures communales, mais il y a aussi pas mal de structures autonomes, des associations à but non lucratif ou même une structure qui vient du privé. ou une fondation, c'est Oui, comme est le comme cas la à RUF. Gland. On va en parler tout de suite. Alors, justement, vous parliez de cette création il y a une quinzaine d'années. En fait, le RAT s'est créé suite à la loi du 20 juin 2006 sur l'accueil de jour des enfants. Alors, il faut quand même expliquer comment ça fonctionne, le rôle du canton et puis le mode de financement, c'est-à-dire la clé de répartition entre ce que payent les parents, ce que payent les communes et justement cet apport du canton via la LAGE. Alors, très rapidement, euh, le canton, lorsqu'il a voulu soutenir la garde des enfants, et nous avions voté il y a quelques années en arrière sur une cotisation paritaire entre les employeurs et les employés pour pouvoir le financer. Et dans ce cadre-là, elle a souhaité que ce soit une structure consolidée qui vienne s'approcher vers eux et qui leur rendra compte sur les places de garde et des structures qui sont en amont. Donc, les conseils intercommunaux des 17 communes maintenant ont créé ce réseau du RAT. À travers ce réseau, la FAGE donne des subventions du canton et demande que cette structure surveille les différentes, cette organisation surveille les différentes structures. Les structures sont indépendantes et viennent s'adhérer au RAT, et en s'adhérant au RAT, ils auront droit aux subventions de la FAGE et ils pourront bénéficier indirectement d'une aide qui vient des communes à travers la contribution que les communes font sur la garde des enfants dans les structures. Et ce qui est important de savoir, c'est qu'effectivement, il y a un prix de revient qui est fixé. Et ce prix de revient correspond à un salaire que nous appelons taxe max, qui est de l'ordre de 150 000 francs. Et tout ce qui est en dessous est en partie pris par la commune pour soutenir ses habitants. Donc, ce n'est pas une tarification fixe pour les parents, c'est une tarification dégressive avec un maximum qui est connu. Et moins la personne gagne, plus la commune va le soutenir à travers ses contributions. En tout cas, ça marche, hein. Le RAT, on va le voir à l'image, on a un tableau, c'est ce ferreur on le voit ici, hein, près de 2000 enfants accueillis, des dizaines de milliers d'heures consacrées à cet accueil par des professionnels. Effectivement, vous l'avez dit, il y a un coût, hein, il y a une clé de répartition, c'est-à-dire que sur le budget global, il y a environ une vingtaine de pourcents qui provient via la LAGE, c'est donc un acteur important. Mais ensuite, ce qui a été décidé, c'est qu'environ 40% du coût provient des communes via un franc par habitant. Les 60 autres pourcents sont payés par les parents, mais pour l'instant, d'un point de vue financier, on en est loin encore. Alors, lorsque le budget global et les comptes consolidés sont établis, les statuts du RAT stipulaient qu'effectivement, les communes devraient participer jusqu'à 40% et les parents prendraient le complément. Mais on en est loin. Hein? On en est un petit peu loin parce qu'on est descendu à force des augmentations du coût de la vie et des barèmes qui n'ont pas évolué et la situation des familles qui s'est un petit peu améliorée. La contribution communale est descendue jusqu'à 28. Je pense qu'une bonne équilibre serait de l'ordre de 35 à 37 et je suis content de voir qu'effectivement avec la nouvelle tarification, on va de nouveau revenir à cet objectif parce que jusqu'à maintenant, une bonne partie des coûts supplémentaires ont été pris en charge par les parents.
Alors, dans le budget 2026, il est aussi noté que plusieurs facteurs fragilisent la stabilité du RAT, dont le pilotage qui doit être renforcé par une gestion administrative et financière plus rigoureuse. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut professionnaliser cette Alors, structure, l'organigramme doit être alors, revu. on a dit qu'en fait, on gardait, on voulait que chaque structure garde son âme et son organisation et sa motivation et son feeling. Aujourd'hui, avec une organisation de 45 millions, on est obligé de normaliser, de documenter. Quand on demande une certaine formalisation, il y a des nouvelles lois qui sont en train d'arriver, le droit de l'éducateur, le droit, les règlements de comment les garderies, qu'est-ce qu'ils doivent avoir comme infrastructure, la hauteur des pissoirs, la hauteur des toilettes, des lavabos, etc. Ces normes évoluent. Et du coup, au lieu de faire l'exercice 28 fois dans les différentes structures, il faut professionnaliser et amener une structure depuis le centre. La facturation se fait aussi en général à travers les différentes structures. Et c'est de nouveau, on a 28 comptables, ou peut-être pas autant parce qu'il y a plusieurs structures dans les mêmes groupes. Donc, il faut qu'on puisse le centraliser. On a beaucoup misé sur l'informatique au niveau de l'administration du RAT. Donc, toute la structure est là, les gens sont là, l'organisation est là. Le suivi du contentieux. Évidemment, quand vous connaissez les personnes, vous avez de la peine à aller leur dire « Écoute, il faudrait quand même penser à passer à la caisse ». On est obligé de professionnaliser la chose et puis d'avoir un encadrement équitable envers tous les citoyens, ceux qui payent et ceux qui sont difficiles à approcher humainement ou économiquement. Mais est-ce qu'il faudrait professionnaliser ce CODIR? Ce comité de direction qui, pour l'instant, regroupe des municipaux ou des syndics des communes membres. Je crois que oui, il faut professionnaliser l'administration du RAT. Il y a le secrétaire général qui est là, qui est quand même une personne clé de l'organisation. Il amène tout le soutien et la compétence et il est soutenu par un directeur des finances. Et ces deux personnes, dans la structure actuelle, soutiennent le CODIR. Donc, Ouais. oui, ils sont professionnalisés, ils sont dans le métier, ils sont engagés. Et puis après, c'est un conseil intercommunal. Donc, on ne devrait pas arriver à quelque chose. Du point de vue financier, ce serait une lourdeur. Par contre, on a besoin au CODIR des gens qui y croient, qui s'y engagent et qui se battent pour le RAT. Je le fais à mon niveau, au niveau du conseil communal et intercommunal, parce que c'est une cause à laquelle je crois beaucoup. Je crois que c'est ce qui a Il faut permis... le faire au niveau du CODIR, c'est ça? CODIR, il faut le laisser dans sa structure comme elle est, des municipaux qui viennent et qui représentent le côté politique, une proximité avec le citoyen. Voilà, Et- parce qu'évidemment, ces municipaux, ce sont des politiciens de milice. On est encore Ben, dans cette configuration-là. Ils sont là pour défendre le citoyen et ils sont élus pour les représenter. Donc, Voilà. qui n'est mieux placé que les élus pour pouvoir défendre les causes des habitants de Des la région? utilisateurs du réseau. Alors, il y a un autre paradoxe, ou plutôt un paradoxe, c'est la baisse de la natalité en Suisse, mais une augmentation des besoins d'accueil. Je l'ai abordé Oui. tout à l'heure. Habituellement, on plaçait ces enfants 2 jours dans la structure du RAT, qui accueille donc les enfants de 0 à 12 ans. Et puis maintenant, on est plutôt autour des 4 jours. Alors, ça induit beaucoup de travail. Il faut trouver des professionnels. Il y a une question de discussion de convention sur les salaires, de nouveau, et puis de professionnalisation aussi des gens qui sont en contact avec ces enfants, c'est-à-dire les accueillants. Alors, le canton fait des études régulièrement et a établi une planification du nombre de places que nous aurons besoin. On parle beaucoup aujourd'hui de la Suisse à 10 millions. On n'y est pas. Mais en fait, s'il y a une baisse de natalité, nous avons quand même pas mal l'environnement économique est en pleine croissance. Et si on fait venir des gens pour travailler ici, il faudra qu'on leur offre un cadre de garde des enfants pour qu'ils puissent être économiquement contributeurs à notre région.
Et je pense que cette garde des enfants, elle a aussi amené, entre l'égalité homme-femme, qui a permis aux deux parents de pouvoir avoir une activité économique et professionnelle, parce qu'il y a 15 ans en arrière, lorsque j'étais à un dîner, il y a un syndic d'une commune voisine qui m'avait dit « Monsieur, j'ai pris mes responsabilités. Quand j'ai eu mes enfants, ma femme a arrêté de travailler. » Et j'ai dit « Je suis désolé, dans mon couple, elle a le droit de faire ce qu'elle veut. Et si les enfants doivent aller à la garderie, il faut qu'ils aient la possibilité de le faire. » J'ai pris mes responsabilités, ma femme a arrêté de travailler, effectivement. Ça fait pas tellement 2025. Oui. Et puis, on l'a entendu, hein, des soucis du côté de la structure glandoise, hein. Alors, quelle est la situation pour la ruche? Parce que c'est le plus gros du réseau, hein, près de 1000 enfants accueillis. Oui, alors effectivement, la ruche fait pratiquement 25% du réseau du RAT, donc de sa présence et des services qu'elle fournit. Et c'est dans son plan de croissance qui avait été discuté aussi bien avec le RAT qu'avec la commune. Depuis 5 ans, il y a une planification qui avait été faite. Notamment pour accueillir les enfants des lisières. Aux lisières, et puis il y avait le déménagement de la garderie la rue de la Paix, et puis après il y a eu à Vic une garderie supplémentaire, parce que nous étions encore en manque de places de garde. Voilà. Et ils avaient fait un budget, 1,5 million. Il y a eu les situations qu'on a mentionnées préalablement, Ukraine et Covid, et ce qui fait que les coûts ont explosé. Ce qui fait qu'ils se sont trouvés un petit peu à sec pour pouvoir faire face à leurs obligations financières. La commune de Gland, comme j'ai dit dans le conseil communal, a consenti un prêt. Le RAT a aussi consenti un prêt. Et comme ça, la ruche peut continuer à fonctionner. On a aussi réajuster la tarification pour que toutes les structures, parce que si la ruche est visible parce qu'elle avait des investissements en cours et ça lui a mangé ses réserves, les autres structures ont pu s'en sortir plus ou moins bien grâce à leurs réserves. Et maintenant, on a réajusté les tarifs pour qu'effectivement, les coûts de la vie qu'on a vécu avec les 3% lors du Covid et puis les 1,5% après avec la guerre en Ukraine, ça fait globalement 5% dans les 5 dernières années qu'on a eu une augmentation du coût de la vie. Donc, pas de péril en la demeure, hein, pour la ruche. C'est une structure qui est pérenne. Alors, la ruche fournit des services pour pratiquement 1000 enfants de Gland, 800 enfants à Gland, 450, pardon, 450 000 à Gland, et donc elle doit vivre. On ne peut pas avoir 450 enfants qui se retrouvent dans la rue. Donc le soutien est nécessaire, il faut qu'elle vive. Elle peut vivre. Elle a vécu ces 25 dernières années parce qu'elle a existé avant l'arrivée du RAT. Et elle continuera à vivre. Les gens sont motivés, les gens sont engagés. C'est des bénévoles, c'est des parents, des anciens parents, des enfants qui sont restés à la ruche. Et donc, pour moi, la ruche doit survivre. Avec les moyens qu'elle a à disposition à travers le RAT ou avec un soutien de Gland si nécessaire. Mais des mesures sont mises en place avec le RAT, avec la centralisation de la facturation, une aide ponctuelle qui est apportée pour les aider à passer le cap et puis à optimiser les différents coûts pour que la tarification qui est convenue puisse leur permettre de revivre et puis de rembourser les emprunts qu'ils ont. Alors, il y a quand même des sources de satisfaction pour le RAT, notamment avec l'arrivée de Bassin en 2024, qui était revenu et qui revient, l'ouverture des coccinelles à Prangin, par exemple, ou Little Greenhouse à Gland qui rejoint le réseau. Quel est l'avenir du RAT? L'avenir, j'aimerais et je me bats pour qu'elle soit sereine et bonne. Et que aussi bien les parents que les communes, que le canton s'y retrouvent. Et la bonne nouvelle, c'est qu'effectivement, avec ces nouvelles places qui ont été créées, il y a des places de disponibles, il y a des places auprès des mamans de jour, il y a des places disponibles dans les différentes structures. Et donc,
on a de la chance d'avoir une situation d'avenir dans la région, sachant que le RAT, c'est une des plus grandes structures du canton et qui va bien. Qui vivra Et encore qui vivra encore. longtemps. Rasoul Modji, vous êtes le premier membre de la commission de gestion et finances du réseau d'accueil des Toblerones. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau du Labo. Merci beaucoup. Eh bien voilà, c'était Le Labo, l'émission qui analyse et qui décrypte les conseils communaux des villes de Nyon et de Gland. Et au menu de cette émission, on a appris que le RAT avait encore de beaux jours devant lui et que la prochaine infrastructure d'importance qui sera développée à Nyon, ce sera cette STEP, cette station d'épuration des eaux, et qu'il fallait continuer de veiller sur le Léman. C'était Le Labo, l'émission qui analyse et qui décrypte les conseils communaux des villes de Nyon et de Gland. On se retrouve dans un mois.